Bonjour, ça fait un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, comme vous l'a dit Julie, je suis Christiane Vadnet et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer un entretien avec Dominique Fortier, qui est à la fois une écrivaine incontournable de la littérature québécoise, mais de la littérature francophone et mondiale, dont l'œuvre nous parle d'histoire, d'intimité, de livres, beaucoup de livres, dont elle parle avec une grande grâce. Donc, comme l'a dit Julie aussi, c'est au Festival Québec en toutes lettres qu'on doit cette joie. On va s'entretenir ensemble à peu près 45 minutes, 1 heure. Donc voilà, il y aura une petite séance de dédicace ensuite, j'y reviens. Donc Dominique Fortier, bonjour officiellement. Bonjour Christiane Vadnet, ça me fait très plaisir d'être ici. Oui, bienvenue dans votre ville, dans votre ville natale quand même. Oui, moi je suis une fille de Québec, fait que c'est très émouvant en fait. À chaque fois que je reviens de revisiter ces décors-là, je te dis, j'ai passé mon adolescence dans la rue à côté, au Saint-Angèle. Ah oui, on va le dire. Oui, c'est ça. Au Saint-Angèle, qu'on adore. Vous êtes l'auteur d'une œuvre vraiment riche qu'on décrit. Je vais lire votre bio officiel. Dominique Fortier entrelace le roman et l'essai pour construire depuis une quinzaine d'années une œuvre au confluent de l'histoire, de l'imaginaire et de l'intime. Son premier roman, Du bon usage des étoiles, a reçu le prix Jean de Mer du Festival Étonnant Voyageur en 2009, alors que Au péril de la mer a été couronné par les prix littéraires du gouverneur général en 2016. Les villes de papier, qui est une plongée dans l'univers de la poète Emily Dickinson, qui fera d'ailleurs l'objet d'un spectacle, lui a valu le prix Renaudot Essai en 2020 et a été traduit dans une quinzaine de langues. Votre plus récent ouvrage, La part de l'océan, qui est paru l'année dernière, est votre 10e livre et vient tout juste d'être nommé finaliste au prix Ringuette. Bravo, félicitations. Merci. Je pense qu'on va parler quand même beaucoup de ce roman-là pour déplier plusieurs thématiques qui se déploient dans votre œuvre. Mais en fait, j'aimerais commencer par une question d'ordre plus général. Comme les villes de papier, les ombres blanches qui ont été consacrées à Emily Dickinson, La part de l'océan, ça part d'une personne réelle, n'est-ce pas? Donc, Herman Melville, qui est l'auteur de Moby Dick, en sondant son amour, son désir pour Nathaniel Hawthorne. Puis c'est quelque chose que dès votre premier livre, vous avez mis en place le fait de vous inspirer de personnages historiques pour écrire. Qu'est-ce que ça vous permet, cet usage de l'exofiction, de vous approprier la biographie de quelqu'un d'autre comme écrivaine? C'est vrai que mon premier livre fonctionnait comme ça aussi, Du bon usage des étoiles, raconter l'histoire de la dernière expédition de John Franklin qui était parti à la découverte du passage du Nord-Ouest. Ça s'était pas très bien passé, ni pour lui, ni pour ses équipages. Ce que ça me permet, je crois, c'est de poser d'emblée un lieu, ce que j'appellerais un lieu commun, mais pas dans le sens péjoratif du terme, avec le lecteur. C'est-à-dire un territoire qui ne m'appartient pas en propre, mais qui est comme partagé. Parce que, peut-être que dans le cas de l'expédition Franklin, c'était moins évident parce qu'elle n'est pas si connue au Québec, mais Emily Dickinson, c'est quand même un personnage dont tout le monde a un peu une vague idée. On a tous un peu sa conception, son image d'Emily Dickinson. Et c'est ça, de partir du réel comme ça, c'est une manière de faciliter la rencontre, je dirais. C'est dire qu'on a comme un matériau commun à partir duquel on va construire ensemble une fiction qui est jamais juste une fiction. Moi, je crois beaucoup à ça, qui est un peu un lieu commun, mais qui est vrai. C'est un cliché, en tout cas. Le fait qu'il y a un livre a toujours 2 auteurs. Qu'on n'écrit pas tout seul, mais que le lecteur va venir ajouter sa voix à ce qu'on écrit et que ça prend ces 2 voix-là pour faire un livre. Donc, c'est une façon peut-être de m'assurer que la 2e voix va venir s'installer. Puis là, on imagine, on y reviendra, les 2 dernières figures auxquelles vous êtes intéressés sont des écrivains et des écrivaines. Mais est-ce qu'il y a une parenté entre ces figures que vous avez choisies? Est-ce qu'on pourrait voir une parenté entre Franklin et les auteurs dont vous avez décidé de traiter ou pas vraiment? Mais je pense que ce qui frappe au premier abord, la chose la plus évidente, c'est l'époque. Je dirais, je ne sais pas pourquoi je retourne constamment à l'époque victorienne, mais le fait est que c'est là que je retourne. Ouais, à un moment donné, mon chum m'avait dit ça. On s'était un peu chicané, mais pas vraiment. Puis c'était plutôt en riant qu'autre chose. Mais tu sais, j'étais partie écouter Downton Abbey, je pense. Puis il m'avait dit « Go back to the 19th century where you belong », parce qu'il me parle en anglais quand il n'est pas de bonne humeur. Mais
il y a une partie de moi qui habite là. Peut-être parce que les premiers auteurs que j'ai fréquentés puis que j'ai vraiment beaucoup aimés, c'était des auteurs du 19e. Fait que pour moi, le pays de la littérature s'est construit autour de ça. Peut-être aussi parce que c'est juste la bonne distance, je dirais. Quand j'ai écrit sur le Moyen Âge, j'ai trouvé ça très difficile. C'était vraiment un effort d'imagination, tu sais, d'essayer de me figurer à quoi ressemblait l'existence au 14e siècle, au 15e siècle. Tandis que l'époque victorienne, ils sont assez proches de nous, les Victoriens. Ils étaient très épris de modernité. Ils étaient un peu arrogants, persuadés d'avoir trouvé la solution à plein d'affaires, alors qu'en fait, ils couraient à leur perte de toutes sortes de façons. Donc, il y a ça qui rapproche Franklin des deux autres. Sinon, j'ai l'impression que c'est des figures qui sont assez différentes les unes des autres. En tout cas, moi, je les ai approchées pour des raisons différentes. C'est drôle parce que c'était littéralement ma deuxième question. Ah oui. Pourquoi le 19e listé? Oui, c'est ça. Mais je peux répondre à la question pourquoi Franklin puis pourquoi les deux autres, par contre, mais le faire brièvement. Là, mais Franklin, je l'ai effleuré, mais c'est son arrogance, je dirais. Cet homme blanc de 50 ans qui part à la conquête d'un territoire se disant, moi, je vais arriver là, je vais avec mes gros navires, vraiment mes gros sabots, en faisant fi des peuples qui habitaient là depuis des millénaires. Et il se fait ramasser par la nature qui est plus forte que lui. On peut le dire maintenant, ça fait un certain temps que le livre est paru. J'aimais cette histoire. Dickinson, pour moi, c'est la figure parfaite de l'écrivain. C'est pour ça que je suis allée vers elle, parce qu'il y avait quelque chose dans ce mystère-là de la création qui m'intéressait. Et puis, Melville, c'était son amour. Ou peut-être plus exactement, comme tu l'as dit, son désir. C'était ça. Qui est probablement le moteur de sa création, en tout cas tel que moi je le voyais. Mais c'est ça que j'ai cherché à aller chez lui. Puis d'ailleurs, j'aimerais ça qu'on plonge un petit peu justement plus dans cette relation-là, parce que ce sont les lettres de Herman Melville sur lesquelles vous êtes tombés, qui vous ont inspiré. On n'a pas la réponse potentielle de Hawthorne, comme vous l'avez dit plusieurs fois en entrevue. J'imagine bien le plaisir qu'il y a à entrer dans une correspondance, l'espèce de côté jardin secret et tout, mais sur le long terme, tu sais, lire beaucoup, je pense qu'il y en a beaucoup des lettres. Pas tant que ça, OK. Il n'y en a pas tant, non, il y en a une poignée, là, une petite 10-15. 10-15. Comment on se sent quand on fréquente comme ça l'intimité de quelqu'un? Comment ça évolue le sentiment qu'on a par rapport à ces lettres? Moi, j'aime beaucoup lire les correspondances d'écrivains. J'aime beaucoup lire les journaux intimes, les journaux de création. Je trouve que c'est fascinant d'entrer dans la tête de ces gens-là. Tu parles de jardin secret. Moi, c'est plutôt leur atelier qui m'intéresse. Je dirais, c'est vraiment ça, tu sais, d'aller voir comment est-ce qu'ils construisent leurs livres, comment est-ce que ça se passe pour eux. On a l'impression d'entrer dans leur tête, mais d'entrer dans leur cœur aussi. Ça fait ça. Les lettres, c'est un espace qui est étrangement intime, plus encore que le journal, je pense, parce que c'est une intimité qui se construit à deux. C'est vraiment quelque chose qui est orienté vers un destinataire, une personne. C'est une parole qui est comme un appel, puis un élan, puis c'est très, très fort. Et de s'immiscer là-dedans, on ne peut pas faire autrement, je pense, en les lisant, que de s'identifier un peu au destinataire aussi. Ça, cet effet-là, quand les lettres sont assez bonnes, sont assez fortes, on a l'impression qu'elles sont écrites pour nous. Comme quand on lit certains livres qui sont assez bons, on se dit, ce livre-là, il a été écrit juste pour moi. Puis d'ailleurs, vous êtes vous-même une praticienne de la correspondance, parce que vous avez quand même publié 2 ouvrages qui sont des correspondances avec Nicolas Dickner, avec Raphaël Germain. Justement, quel rôle ça joue dans votre processus? Est-ce que ces livres-là ont un statut à part? Est-ce qu'ils ont été un peu un atelier aussi? Ou comment vous avez abordé ces projets-là? Ces 2 livres-là ont été, je pense, les 2 livres qui m'ont apporté le plus de joie. C'est tellement chouette d'écrire avec Nicolas et Raphaël, parce que le processus d'écriture, pour moi, c'est pas nécessairement quelque chose de très joyeux. J'aime écrire, j'aime surtout avoir écrit, je dirais, mais j'aime écrire, mais c'est pas léger, là, tu sais, c'est difficile, tu sais, c'est un peu comme faire de la plongée, il faut redescendre, il y a des étapes, on décompresse. Puis c'est très solitaire. Tandis que ces 2 livres-là, c'est vraiment des conversations, tu sais, d'avoir justement un destinataire, savoir qu'on écrit à quelqu'un.
ça devient rapidement écrire pour quelqu'un. J'écrirais pas, j'aurais pas écrit Révolution de la même façon si je l'avais fait avec quelqu'un d'autre. C'est ce que j'écrivais, c'était vraiment pour Nicolas. Je savais qu'il y aurait d'autres lecteurs après. Puis, à l'inverse, savoir qu'on va être le premier lecteur de ces gens-là, tu sais. Puis moi, c'est deux auteurs que j'admire, que j'aime énormément. Donc, savoir qu'on va recevoir... mais c'est comme le même plaisir que de recevoir une lettre par la poste. Tu sais. C'est vraiment le fun. Ça arrive de moins en moins souvent, mais quand on ouvre une vraie enveloppe avec un timbre, puis il y a quelqu'un qui a pris le temps de nous écrire, c'est fabuleux. Puis là, c'est ça que je vivais à toutes les semaines. Donc, quand même, par courriel ou par la poste, tu sais? Ben non, c'était par courriel. C'était-tu par courriel? Oui, c'était pas par la vraie poste, mais c'était le même plaisir. Puis, ben oui, c'est sûr. Oui, imagine, tu sais, deux écrivains, là, deux vraies voix, comme des personnes qui ont des œuvres auxquelles tu rêves, tu sais, puis que tu fréquentes comme lectrice. Puis là, tout à coup, ces gens-là se mettent à t'écrire à toi personnellement. C'est fabuleux. Mais c'est drôle parce que je me rends compte que tout ça nous amène sur le lien entre l'écriture et justement la relation à l'autre. Puis c'est très présent dans La part de l'océan, évidemment. Au début, j'avais l'impression de dire, j'en parlais, puis je disais, c'est un roman d'amour. Mais en fait, c'est vraiment un roman sur le désir de l'autre, qui est aussi un désir de fiction. C'est très, très entremêlé à travers les deux histoires, à la fois de Hawthorne et Melville, et celle des écrivains qu'on voit contemporains dans le roman. J'ai envie de vous poser une question qui est comme pas littéraire, mais est-ce que vous croyez que l'amour peut exister en dehors de la fiction? Mon Dieu! Ou alors c'est une question qui vous intéresse pas? Moi, je pense qu'on devrait faire une table ronde là-dessus, tout le monde ensemble. Je serais curieuse d'entendre ce que les gens ont à dire. Romain Gary avait cette phrase où il disait « Pour aimer quelqu'un, il faut l'inventer ». Ouais. Je vais vous laisser là-dessus. Non, je le sais pas si c'est vrai. Il y a un certain type d'amour qui fonctionne comme ça, je pense. Dans l'idéalisation, dans la création d'un autre qui est malheureusement pas tout à fait souvent conforme à la personne réelle, donc ça comporte sa part de risque, j'imagine. La vraie réponse, c'est que je le sais pas. Mais c'est parfait. Comment ça fonctionne. Je sais que dans le Melville que moi j'ai imaginé, ces deux choses-là effectivement se confondaient. Puis vous avez raison. J'hésite entre le tu puis le vous parce qu'on se connaît puis c'est bien fatigant. Fait que je vais dire. On peut y aller avec le tu. Et l'assumer. Parfait. Ouais. Son désir pour Hawthorne se confond complètement avec son désir de création. Pour lui, ça devient, une même chose. Il ne sait pas exactement ce qu'il poursuit. Sa quête, c'est vraiment semblable à la quête de son personnage. C'est qu'il part après la grande baleine blanche, qui est moitié mythique, moitié réelle, qui est à la fois comme un symbole de vie, de mort. Il sait que ça va être sa perte et il va quand même. Il y a de ça dans le mouvement de Melville vers Hawthorne, mais c'est comme plus fort que lui. C'est incontrôlable. Et puis là, j'ai lu, juste après La part de l'océan, son livre compagnon, comme vous l'appelez, Notre-Dame de tous les peut-être, un très beau livre publié aux éditions du Passage. Et il y a ce passage que je vais lire parce que je trouve qu'il est vraiment, vraiment une clé. Les livres exigent la suspension de l'incrédulité. On ne peut lire que si on y croit dans l'espace des pages de la même manière, exactement de la même manière qu'on ne peut aimer sans y croire. J'ai eu l'impression de vraiment comprendre, en tout cas, quelque chose quand je suis allée là. Puis vous parlez d'un enchantement. Dès qu'on arrête de croire à l'amour, comme au livre, l'enchantement se brise. Il y a vraiment une célébration de cet enchantement-là, je trouve, dans votre littérature depuis le début. Puis je me demandais quel rapport vous entretenez avec le fameux reproche qu'on faisait à Emma Bovary de fuir dans la fiction. Mon Dieu. C'est une grande question. C'est une question intéressante, importante. Moi, je ne vois pas pourquoi c'est un reproche. Elle faisait bien. Sa vie était horrible. C'était plate. Pauvre elle. Son problème, c'était pas d'avoir fui dans la fiction. C'était d'avoir fui dans la réalité, dans les bras d'un amant qui était plate. Lui aussi, tu sais. Elle méritait mieux, Emma, que tout ça. Pour vrai, moi, je pense pas que son problème était dans la fiction. Je pense que son salut était dans la fiction. Je pense qu'Emma Bovary, elle aurait dû écrire. Puis tout aurait bien été.
plutôt que de... Comment est-ce qu'il s'appelle? Rodrigue? Oui, je me rappelle plus. Moi non plus, le je pauvre, m'appelle plus, mais oui. celui qui l'a trahi, tout ça. Mais moi, je crois beaucoup, beaucoup au pouvoir de la fiction, bien sûr, tu sais. Ce pacte-là, je le trouve important, tu sais, le pacte par lequel l'écrivain va dire à son lecteur, je vais te raconter une histoire qui est pas vraie, mais crois-moi quand même, tu sais. Puis le lecteur qui dit, OK, je vais faire semblant de te croire. Mais en fait, qui fait pas semblant, qui croit pour vrai. Tu sais, ce genre de petit miracle-là. Puis c'est vrai que ça marche juste tant que le lecteur y croit. Parce que la seconde où la personne se lève en disant, hey, c'est même pas vrai, c'est fini. Il se passe plus rien. Puis, ça fait quelques années, en fait, que je réfléchis beaucoup à ça parce que je trouve, personnellement, mais aussi dans mon entourage de grands lecteurs, d'éditeurs, d'écrivains, qu'on a de plus en plus de misère à se laisser convaincre. On a de plus en plus de misère à entrer dans la fiction. Il y a les genres qui tiennent le haut du pavé en ce moment, c'est beaucoup ce qu'on appelle l'autofiction, ou des récits, ou des mélanges d'essais. Puis c'est des genres que je pratique moi-même, là, puis que je lis avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Mais on dirait qu'on a de plus en plus de misère à s'abandonner à la fiction. Hey, c'est pas une question prévue, mais pourquoi, tu penses? Je ne le sais pas. J'ai passé des heures à jaser de ça avec mon éditrice, pas vrai, mon éditrice française qui est chez Grasset, puis qui observe exactement la même chose de l'autre côté de l'océan. Moi, j'avais l'impression que c'était peut-être plus un phénomène québécois. Puis non seulement elle l'observe chez ses auteurs, chez les journalistes, chez les médias, tout ça, mais elle me disait, ça fait 6 mois que j'ai pas été capable de finir un roman. Puis je disais, mais moi, c'est un peu pareil. J'ai vraiment du mal à non seulement finir un roman, mais commencer un roman. On dirait que j'ai besoin que le réel s'immisce un peu par des brèches pour être capable de me raccrocher à ça, puis je ne sais pas pourquoi. Puis c'est drôle parce qu'il y a vraiment... Ça se peut. Qu'en vieillissant, on devient comme des lecteurs plus paresseux, puis c'est possible. C'est drôle parce que justement, on observe ça quand même dans ton œuvre, c'est-à-dire que tes premiers romans avaient moins cette part. C'est vraiment avec Au péril de la mer, tout à coup, qu'il y a le je qui fait irruption. Est-ce que c'est arrivé de manière consciente, inconsciente? Qu'est-ce qui a déclenché un peu ce... En tout cas, moi, j'ai l'impression, en tant que lectrice, c'est un tournant dans ton œuvre. Est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que... Je pense que c'était pas conscient d'abord. Avec le recul, j'ai l'impression que c'est Révolution qui m'a mené à ça. Le livre que j'ai fait avec Nicolas Dickner, dont on parlait tout à l'heure, c'est là la première fois que j'ai dit « je ». Pour vrai, c'est dans cet échange-là. Puis, c'est comme si ça m'avait donné confiance, peut-être. Je me suis rendu compte que ça se pouvait. Je me suis rendu compte que j'aimais assez ça, écrire avec ma vraie voix aussi. Que j'aimais écrire de la fiction, que j'aimais... prendre les voix des personnages, puis même une posture narrative qui n'était pas moi, puis tout ça, j'aime encore ça, mais qu'il y avait des choses qu'on pouvait juste dire avec sa vraie voix. Donc, dans Le péril de la mer, les incursions au jeu sont vraiment pas nombreuses, puis elles sont assez courtes, je dirais. Puis après, ça s'est comme imposé, naturellement, que c'est de ça que j'avais besoin pour dire ce que j'avais à dire. Puis est-ce que ça change ton rapport à la manière de traiter de l'histoire? Parce que, tu sais, tu traitais déjà d'époque historique. On l'a dit, le 19e siècle, c'est ton siècle. C'était déjà le cas dans les premiers romans. Puis là, tout à coup, il y a toujours un peu ce regard contemporain. Est-ce que ça a changé aussi peut-être ton regard sur la façon de parler du passé? Ou pas vraiment? Ça a changé, en tout cas, ma manière de construire les livres qui... paradoxalement, est restée un peu la même. Je m'explique. Du bon usage des étoiles, c'était vraiment construit en contrepoint. C'était l'histoire de l'expédition qui était dans les glaces, l'obscurité, ils avaient plus à manger, c'était l'horreur. Puis en contrepoint de ça, on avait l'histoire des femmes des marins qui étaient à Londres et qui allaient de bal en thé, en causerie, qui mangeaient des pâtisseries. Et je trouvais que ces deux histoires-là étaient tellement différentes l'une de l'autre qu'elles permettaient de s'éclairer mutuellement d'une façon que je trouve intéressante. Et puis, j'aime assez ça, en fait, installer des trames qui vont se répondre, qui peuvent être des fois des choses très différentes ou des fois des choses qui se rapprochent davantage, mais ça, d'avoir cette conversation-là déjà au sein du livre, le fait de raconter des choses à la première personne, ça me permet de le faire autrement.
Il y a déjà la distance est déjà là. Si je raconte l'histoire de Melville au 19e siècle, bon, d'abord, l'époque est différente. C'est un homme qui vit dans une société où est-ce qu'il y a certaines contraintes, tout ça. Moi, je suis une femme 100 ans plus tard, c'est sûr qu'on n'habite pas le même monde. Et donc, de raconter deux histoires qui ont l'air assez semblables, mais qui sont éloignées dans le temps, ça permet de leur faire dire des choses sans avoir besoin de les dire nous-mêmes. J'ai l'impression de me répéter, là, mais c'est aussi une façon d'inviter le lecteur, je dirais, parce que lui peut tracer des lignes entre les deux histoires. Il peut tracer ses propres petites constellations puis dire, OK, cette chose-là, ça répond à telle autre. Oui. Justement, on est rendu à ton 10e livre, je pense, c'est ça, avec La part de l'océan. Il y a toujours une part quand même d'une certaine... J'ai le mot impureté qui vient dans tes livres, dans le sens où dès le départ, dans du bon usage des étoiles, il y avait de l'iconographie, il y avait des recettes. Aujourd'hui, il y a une part d'essai très importante. Est-ce qu'au fil de ce parcours-là, il y a des lectures qui ont vraiment renversé ta vision de la littérature puis qui ont changé ta manière d'écrire? Je suis pas persuadée de... Attends, que j'essaie de trouver. Je sais que il y a un livre qui m'a comme donné la permission d'écrire. Ça, je le sais. Avant mon premier roman, j'avais pris des centaines de pages de notes. Ça faisait des mois que je lisais sur l'expédition Franklin. J'avais fait des fiches. Et je ne fais jamais de fiches dans ma vie. Je suis pas quelqu'un qui fait des fiches, mais là, j'en avais des piles et des piles. J'étais juste pas capable de commencer à écrire. Je savais pas par quel bout prendre ça. Je me disais, je n'ai jamais fait ça, un roman. C'est 400 pages. Je ne peux pas écrire 400 pages. Et à ce moment-là, est arrivé dans ma vie Alessandro Baricco, dont j'ai lu Océan-Mer, que je connaissais pas. Puis ce livre-là, qui est un roman, mais un roman déconstruit ou construit autrement, qui fonctionne vraiment par fragments, ça a comme débloqué quelque chose. Puis je me suis dit, mais ça peut être ça aussi, un roman. J'ai pas à savoir exactement à quoi ressemble le pâté de maison, où est située la maison, dans le salon de laquelle se passe quelque chose. Je peux décrire le salon, puis ça va être correct. T'sais. Et c'est ça. C'est comme si j'avais compris, en fait, qu'écrire un roman, c'est pas écrire 400 pages, c'est écrire 400 fois une page. Et c'est très différent. C'est moins intimidant. Je t'annonce que c'est très différent. Parce qu'il n'y a personne qui est capable d'écrire 400 pages. Mais à peu près n'importe qui est capable de s'asseoir et de dire, mais aujourd'hui, j'en fais une. Et le lendemain, de se dire, aujourd'hui, j'en fais une. Et si on persiste assez longtemps, peut-être qu'on arrive à quelque chose. Et ces dernières figures que tu as fréquentées, Emily Dickinson, Herman Melville, est-ce que se plonger, justement, tu disais, je me plonge un peu dans un atelier, dans une façon d'être... comment ça a transformé ton geste d'écriture à toi, la façon de faire d'Emily Dickinson que tu disais être parfaite, je ne sais pas pourquoi, et Herman Melville? Dickinson, c'est une figure parfaite parce que c'est quelqu'un qui a consacré sa vie entière à la littérature. Littéralement, tu ne peux pas avoir plus écrivain qu'Emily Dickinson. C'est quelqu'un qui a retranché de son existence tout ce qui n'était pas écrire, qui l'a fait graduellement, qui a commencé par arrêter de sortir au village, qui a continué quelques années plus tard, qui a refusé de sortir de sa maison, ensuite qui voulait plus voir des gens, qui a fini par s'enfermer toute seule dans sa chambre avec son papier, sa plume. Et ce n'est pas triste. Non, mais la façon dont moi je l'imagine, c'est que c'est un exercice de liberté absolue. Que de dire, moi, ma vie, mon appel, c'est là qu'il est, et c'est donc à ça que je me consacre. C'est un peu un fantasme en même temps, on s'entend, parce que personne ne peut vivre comme ça. Encore moins les femmes, je pense. Il y a de ça, là, on est comme partagé entre mille affaires. Là. Quand on a une famille, c'est sûr qu'il faut qu'on s'en occupe, puis c'est important aussi, mais d'être entièrement dans quelque chose. Elle me permettait d'imaginer ça. Maintenant, je ne sais pas si... c'est peut-être elle qui m'a amenée à la poésie. Je veux dire, j'en avais jamais écrit avant, puis forcé d'admettre que là, j'ai écrit un recueil de poésie. Fait que peut-être qu'elle m'a comme ouvert cette porte-là. Oui, puis tu parles beaucoup de tes lectures dans Quand viendra l'aube, qui est un court essai que tu as publié récemment. Puis il y a une phrase qui m'a frappée parce que c'est un parcours qu'on entend
parfois dans la bouche des écrivains qui est « Désormais, je ne fréquente plus guère les fresques et les épopées de Victor Hugo, préférant la petite musique de Pascal Quignard, de Christian Bobin, des livres où il y a autant de blancs que de mots. » Pourquoi ce dépouillement-là, j'ai l'impression que c'est d'un dépouillement dont tu parles, est-il aussi important pour toi maintenant? C'est vrai qu'il y avait beaucoup de mots dans mes premiers livres, peut-être trop de mots. Puis les derniers, chaque version d'un manuscrit que je fais est plus courte que la précédente. C'est vraiment ça le travail que je fais maintenant. C'est un mouvement de dépouillement, c'est un mouvement d'épuration. C'est une écriture qui se rapproche donc davantage de la poésie. C'est une écriture qui est plus dans le fragment aussi. Il y a plusieurs raisons, je pense. On peut dire que c'est une sorte de quête un peu, comme presque poétique. On peut dire que c'est une sorte de paresse ou de manque de temps. Les deux se peuvent. Mais je blague, mais il y a le fait que j'ai pas dans ma vie presque jamais le luxe de m'asseoir puis de dire pendant 4 heures aujourd'hui, je vais écrire. Ça se passe pas comme ça dans ma vie. Fait que j'ai comme 20 minutes pour écrire. Puis, Oui? Oui, mais plusieurs fois. Tu sais, j'ai pas 20 minutes dans ma semaine, mais j'ai 20 minutes, puis là, il se passe quelque chose, puis là, je passe à autre chose, puis je reviens, puis là, j'ai 10 minutes. Tu sais, fait que je fonctionne par très petites bulles. Et ça marche aussi, tu sais, c'est une façon différente d'envisager l'écriture. C'est moins linéaire. C'est sûr que les auteurs du 19e siècle, ils fonctionnaient pas comme ça, là, tu sais, quand ils écrivaient des fresques de centaines de pages, mais ça fait que chaque mot est important. C'est ce qui caractérise la poésie aussi, je pense, c'est que si tu as 8 mots dans une page, tu as intérêt à ce que ce soit les bons 8 mots. T'sais. Puis ce travail-là sur la langue, moi, c'est ce qui m'intéresse plus que, je me rends compte le plus que le reste. Là, je peux inventer une intrigue s'il faut, là, mais mon principal, mon moteur à moi, c'est pas là, c'est même pas tellement dans les motivations, la psychologie des personnages. Je veux dire, ça m'intéresse ce qui leur arrive entre eux puis en eux-mêmes. Mais ce que j'aime surtout, c'est la langue, c'est ce travail-là. Puis d'ailleurs, on le sent avec tout l'usage que tu fais de l'étymologie, qui est extrêmement présente depuis toujours, mais je pense beaucoup dans tes derniers livres aussi. Est-ce que, en fait, justement, j'avais une question là-dessus. Comment tu travailles cette question-là? Est-ce que tu es assez scientifique dans ton approche du sens des mots ou plutôt poétique? Quelle éthique de travail tu te donnes par rapport au sens des mots que tu nous proposes? Je suis très peu scientifique. Je m'excuse de te décevoir. Non. Pour moi, là, ça, c'est, tu sais, des fois, ça a l'air un peu savant. Les gens pensent que c'est une démarche qui est savante. Moi, je vois ça comme un enfant qui lit un livre illustré, puis de temps en temps, il y a un rabat, tu sais, puis là, tu soulèves le rabat, puis tu vois que sous la table, il y avait un chat qui était caché, mettons, ou que derrière le rideau, il y avait un oiseau. Là, moi, c'est ça, l'étymologie. Pour moi, il y a certains mots, tu sais, je le fais pas systématiquement, là, mais il y a certains mots dont je me dis, forcément, il y a quelque chose derrière, tu sais, on sent les couches, là, il y a quelque chose qui traverse ou qui transperce. Puis je trouve ça intéressant d'aller voir puis de dire, ben ce mot dont on garde aujourd'hui, c'est juste la surface. En fait, il y a plusieurs étages. Donc, des fois, est-ce que tu nous mens? Jamais. Sur l'étymologie? Jamais. Non. Non, ça serait tricher. Là. Non, mais oui. Surtout, j'ai pas besoin de le faire, tu sais. Oui, c'est ça, tu choisis, oui, c'est ça le sens qui te plaît, parce que le mensonge est tellement important, je trouve, dans ta vision du roman. Je me disais, ça aurait pu. Oui, mais il y a des choses sur lesquelles je mentirais pas. Puis non, je ne peux pas mentir sur l'étymologie. J'en suis incapable. Puis, qu'est-ce que tu dirais qui sont tes défis d'écriture maintenant que tu as cette capacité? Tu disais, à mon premier livre, je me disais, je vais écrire 400 pages, mon Dieu, c'est fou, c'est insurmontable. Aujourd'hui, tu as derrière toi une œuvre où il y a du roman, de l'essai, de la poésie, de la littérature jeunesse même. Est-ce que tu as encore des défis d'écriture et quels sont-ils? Plus que jamais, je pense, parce que je veux certainement pas refaire un livre que j'ai déjà fait. Ça, c'est sûr. Même en faisant Les Ombres blanches, tu vois, je me disais, j'avais commencé par l'écrire vraiment comme un roman, c'est-à-dire une trame unifiée, les personnages à qui arrivent des choses, tout ça. Puis il fonctionnait pas tout à fait, ce livre-là. Il manquait quelque chose. Puis on était rendu à quelques semaines de l'envoyer aux presses. Puis j'étais encore pas contente. Puis c'est mon éditrice française qui m'a dit, mais je pense qu'il manque toi. Puis j'ai dit,
Es-tu sûr? T'sais, on peut-tu faire autrement? Puis là, j'ai envoyé des choses. Penses-tu qu'on peut mettre ça dans le livre? Plutôt, elle disait non, ça marche pas. Puis elle avait raison. Donc, dans ce livre-là, j'ai ajouté à la dernière minute les passages autobiographiques parce qu'ils étaient comme nécessaires. Mais je me disais, j'ai pas envie que les gens disent ah ben oui, elle a fait. J'ai pas envie que ça devienne une recette. Pour moi, chaque livre a comme sa nécessité intérieure. Je crois beaucoup que la forme est importante, la forme, la structure, l'architecture. C'est des valeurs lesquelles je pense que ça parle autant que les mots qu'on emploie. Donc ça, c'est difficile parce que les formes qui m'étaient le plus naturelles, c'est celles que j'ai déjà utilisées. Donc là, il faut que j'aille explorer autre chose. Ça se fait un peu naturellement des fois, comme tu vois le spectacle que je vais faire avec Pascal, mon petit. Pour moi, c'est une façon d'explorer autre chose. Le fait de porter une parole physiquement sur scène, de l'incarner, qui est quelque chose que j'avais jamais fait, que j'aurais pas pu faire il y a quelques années parce que, pour vrai, j'étais d'une timidité maladive. Pour moi, ça, c'est sortir un peu de ce que je sais faire. Même chose, cette année, j'ai vraiment peu écrit, mais de manuscrits, je veux dire, mais j'ai travaillé pendant 6 mois avec un auteur, compositeur, interprète sur son disque. On a travaillé ensemble. Il m'a ouvert la porte de son atelier, puis il a dit « Peux-tu venir jouer chez nous? » Puis c'était vraiment le fun. C'était Vincent Vallière, dont le disque va sortir le 10-12 novembre. C'est un beau disque. C'est un disque merveilleux. Puis ça non plus, j'avais jamais fait ça, écrire des chansons. Puis il m'a fait cette confiance-là parce qu'il aimait la poésie que j'avais écrite. Puis je me suis rendu compte vraiment rapidement qu'écrire de la poésie puis écrire des chansons, ce n'est pas du tout la même chose. Mais on dirait que j'ai besoin de faire des choses que j'ai jamais faites. T'sais, j'ai besoin de me sentir un peu en déséquilibre. J'ai besoin d'être mauvaise à quelque chose. Parce que sinon, non, mais ce que tu veux pas, c'est... Tu veux pas être sur le pilote automatique. Tu veux pas dire je vais faire ça parce que c'est ce que je sais faire. Puis, est-ce que le fait de l'adapter en spectacle, ça a changé ton rapport sur ton texte? En fait, sur tes textes qui portent sur Emily Dickinson? Je me suis rendu compte de l'importance de lire à voix haute ce qu'on écrit quand on l'écrit. Mais je le faisais déjà, tu vois. Flaubert, il parlait de l'épreuve du gueuloir. Là, il se promenait puis il hurlait ses manuscrits. Ce que je ne fais pas. Mais depuis quelques années, moi, je lis systématiquement à voix très basse ce que j'écris. Puis c'est fou ce qu'on attrape, qu'on voit pas à l'œil. Tu sais, les affaires qui sonnent tout croche. Là. Puis sur la page, c'est parfaitement correct. Puis là, c'est ça, ton oreille fait comme non, ça se peut pas. Donc ça a confirmé cette importance-là. Puis aussi le fait que c'est ça, il y a certains textes qui sont faits pour être lus comme ça, je pense. La poésie, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que ce soit d'abord une voix, je crois. Mais pas nécessairement les romans, toujours. Mais pas nécessairement, non. Ouais. J'aimerais qu'on parle un peu de l'importance des lieux dans tes textes. C'est pas quelque chose dont on entend si fréquemment parler dans l'espace public, mais que ce soit le Nord dans Du bon usage des étoiles, le Mont-Royal à la fin des Lames de Saint-Laurent, le Mont-Saint-Michel dans Au péril de la mer, ils prennent vraiment beaucoup de place, autant que les personnages, autant que les événements. Quel rapport t'entretiens avec ces lieux-là qui t'inspirent? Est-ce que c'est d'abord les lieux qui t'inspirent ou c'est les livres qui t'inspirent les lieux? C'est d'abord les lieux qui m'inspirent. Ouais, quand la plupart de mes livres, c'était ce que j'en apercevais, c'était d'abord un lieu. C'était pas un personnage, c'était pas une histoire, c'était pas un thème ou une idée. C'était vraiment quand j'ai commencé à écrire l'histoire des lois au Mont-Saint-Michel, c'est parce que j'avais vraiment envie d'écrire sur le Mont-Saint-Michel. Puis je me disais, ben, OK, il faut que je trouve quelqu'un pour l'habiter, tu sais. Puis idéalement, il faudrait qu'il y arrive un peu quelque chose. Fait que de là, j'invente une histoire, mais même avec Emily Dickinson, je te dirais, ce qui me fascinait, c'était sa chambre. C'est vraiment cet espace. Tu sais, 4 murs, un bureau, une chaise. Dire, OK, ce décor-là, ça peut être le décor d'une vie au complet. Tu sais, il peut ne rien y avoir d'autre, puis tout est là. Même, on dirait qu'elle est venue l'habiter après, mais c'était vraiment d'abord la chambre. Donc oui, je sais pas, les lieux, ils ont quelque chose
qui nous survit peut-être. Le Mont-Royal, je le sens comme ça aussi, là, même si c'est pas un lieu comme créé par l'homme, là, ni tant aménagé par l'homme, là, mais c'est là que je me promène à tous les jours. Puis il était là vraiment bien avant moi et il sera là bien après. Tu sais, cette espèce de permanence-là dans un monde où tout passe vraiment vite, puis où nous, on n'est vraiment pas éternel, là. Donc, j'imagine que tu écris toujours dans le même endroit. Je sais que j'ai déjà vu passer des photos de ton bureau. Est-ce que tu as un rapport quand même assez strict à l'endroit où tu écris? Non. Non. J'écris partout sauf dans mon bureau, ouais, qui est une super belle pièce. C'est vraiment triste, pleine de livres, mais je suis comme pas capable, c'est trop sérieux, on dirait. Tu sais, c'est comme écrasant. Fait que non, j'ai un portable, je m'installe à la table de la cuisine, sur la galerie et en auto, des fois, si ce n'est pas moi qui conduis. Ouais, non, je trimballe ça vraiment n'importe où. J'écris beaucoup en marchant aussi, tu sais, pas physiquement, là, mais on parlait de la montagne. Quand je redescends de la montagne, j'ai toujours quelques paragraphes, des fois une page. Tu sais, des fois, je prends mon téléphone puis je me laisse des notes parce que je veux pas les oublier, là, mais c'est vraiment comme ça. On dirait que le mouvement, ça active l'écriture. Oui. Est-ce que tu prends des notes vocales? Oui. Ah! Ça fait pas longtemps. Avant, j'étais capable de me rappeler tout. Et là, c'est ça. Dû à mon grand âge, j'ai besoin de me laisser des mémos vocaux à moi-même. Oui, je fais ça. Un autre lieu qui est vraiment important dans ton œuvre, c'est l'océan, vraiment beaucoup. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça représente pour toi, l'océan, parce que c'est ça, ça traverse beaucoup de tes livres comme quelque chose, puis t'en parles vraiment, vraiment de façon magnifique dans l'apport de l'océan aussi. Pourquoi tu as l'impression qu'on a cette fascination-là pour l'océan? Écoute, j'ai l'impression qu'en tant qu'espèce, clairement, on a un rapport viscéral avec l'océan. Tu sais, c'est de là qu'on vient. C'est de là que la vie, c'est là que la vie est apparue, là. Individuellement aussi, c'est de là qu'on vient, tu sais, d'une certaine façon. Pour vrai, là, si tu te baignes dans l'eau salée, là, puis t'entends une espèce de chuintement, tu sais, le ressac, les vagues, tout ça, c'est sûr que à quelque part, c'est ce qu'on entendait quand on était dans le ventre de notre mère. Tu sais, c'est pour vrai, là. Je pense qu'il doit avoir cette espèce de retour inconscient là. Personnellement, moi, j'ai l'impression que c'est ma Madeleine de Proust, l'océan. Ça me ramène à l'enfance, une enfance heureuse, que mon enfance n'a pas toujours été, mais les souvenirs de l'océan, c'était comme le lieu où j'étais, je me sentais chez moi de la même façon que dans les livres. C'est peut-être pour ça que ces deux affaires-là sont liées. C'est vraiment un endroit où l'écriture vient plus facilement aussi. Ouais, je sais pas si c'est circonstanciel, si c'est juste parce que ça donne que c'est plus souvent l'été, puis qu'il y a moins de choses à faire, puis qu'il y a comme une plus grande liberté. Ou si physiquement, j'ai lu là-dessus, là, il paraît que l'océan dégage une brume d'ion négatif, ou je sais pas quoi, là, puis oui, et que c'est particulièrement inspirant. Oui, il y a des études scientifiques qui expliquent pourquoi. C'est pas très poétique, tout ça. Moi, mais je le ressens d'une façon très viscérale, puis c'est un sujet comme inépuisable, en fait. Là, dans Quand viendra l'aube, j'en parlais un peu, puis je parlais de la couleur bleue, qui est la couleur du manque. Puis j'expliquais que Rebecca Solnit, dans un de ses livres, elle disait que c'est une explication scientifique, encore une fois, mais que ce qu'on perçoit comme étant bleu, c'est les restes de lumière qui n'ont pas comme été absorbés dans la distance, ou en tout cas que le bleu, c'est le lointain. Par définition, c'est la chose qu'on ne peut pas atteindre. C'est la chose qui nous échappe. C'est comme la couleur du désir, quelque part. C'est beau. Mais l'océan, c'est beau, là. Non, c'est magnifique. Tu sais, Puis d'ailleurs, tu passes une partie de ton temps auprès de l'océan aux États-Unis. Puis j'aurais une question là-dessus aussi. Tu as écrit sur l'histoire des États-Unis dans ta carrière. Est-ce que, tu sais, bon, on sait un peu la situation actuelle qui est houleuse, pour continuer dans le vocabulaire océanique. Est-ce que tu as des recommandations de lecture d'auteurs qui t'aident à penser les États-Unis? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que tu as des auteurs américains sur ta table de chevet qui te permettent de comprendre? Hey, comprendre! Grand mot. Écoute, grand projet. Comment dire?
Pas tellement. Rebecca Solnit, dont je te parlais, qui est une de mes essayistes préférées, une voix essentielle, dont la plupart des livres ont été traduits en français vraiment très bien. Puis qui est une présence aussi ces temps-ci sur les réseaux sociaux, beaucoup. C'est une de celles qui résistent. C'est une voix importante. Sinon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup d'essais au sens où des essais d'idées, je dirais, des ouvrages. J'ai une amie qui enseigne la philo, Véronique Grenier, puis à chaque fois que je la vois, elle a la face dans un essai, puis elle me dit ah, c'est super bon, tu devrais, puis j'essaie, puis je suis pas capable. On dirait que c'est pas un genre que pour moi ça serait comme un travail. Mais donc je suis davantage du côté des poètes. Je ne sais pas si Dickinson peut nous aider à comprendre l'Amérique. Là. Peut-être Walt Whitman. Dans les contemporains, je pense que tout le monde est un peu désemparé de la même façon. Oui, j'imagine. C'est sûr. C'est sûr. Il n'y a pas le choix. J'aimerais faire référence, je sors un peu du cadre où j'étais, mais tu as fait référence tout à l'heure au fait que les écrivains sont faits de deux moitiés, celle qui lit, celle qui vit, celle qui écrit, et toi, tu ajoutes celle qui lit. C'est ça, j'ai la citation devant moi ici. J'aimerais savoir pour toi, je ne sais pas comment bien formuler la question, mais pour toi, Dominique Fortier, c'est celle qui lit, celle qui écrit ou celle qui vit? Ça dépend, les trois. Mais je vais essayer de répondre pour vrai. Là. Je pense que celle qui lit, c'est ce qui me caractérise le plus, le mieux, avant d'être une écrivaine, je suis une lectrice. Avant d'être un être humain, j'ai l'impression que j'étais une lectrice. Moi, ça s'est pas... Non, ça s'est passé vraiment vite. Mon rapport au livre, cette espèce de lien privilégié, c'est ça qui a caractérisé mon enfance. Ma maison, c'était les livres. Donc, mon identité, c'est vraiment beaucoup une identité de lectrice, je pense. C'est comme ça que je me suis construite. Puis, est-ce que justement, je vais faire un autre pas de côté aussi, justement, tu es finaliste aussi à un prix de traduction, à ton su, je pense, aujourd'hui ou hier, pour la traduction d'Étreinte d'Anne Michaels. Est-ce que justement, cette pratique-là de traduction, qui est comme une lecture aussi, une lecture qu'une écrivaine fait d'une œuvre, elle est importante dans ta fabrique d'écrivaine? C'est vrai que traduire, c'est d'abord lire. C'est comme une sorte de lecture augmentée. C'est une autre façon d'être en dialogue avec une œuvre, c'est une autre façon de répondre à un livre. On me demande souvent si si ça influence mon écriture, puis je suis pas trop certaine. Une fois, j'avais participé à une table ronde, on était à Saint-Malo. J'étais avec 3 traducteurs, mais tu sais, des genres de sommité, là, comme personne qui traduit Harry Potter, mettons. Là, puis, non, mais tu sais, c'était très intimidant. Et puis la première question qu'on nous pose, c'est ça, ces gens étaient aussi des écrivains. Puis là, on nous demande est-ce que la traduction influence votre écriture et comment. Puis là, je me dis mais ça y est, ils vont tous avoir des réponses super intelligentes sur oui, voici comme tout. Puis les 3 avant moi étaient comme non. Pas du tout. Non, ce n'est pas le même muscle. Puis moi, c'est pareil. J'ai pas l'impression que ça influence tellement la façon dont j'écris. Ça m'aide à vivre, par contre. Grave, là, parce que je pourrais pas juste être dans mes livres 365 jours par année, 8 heures par jour. Tu sais, ça se pourrait pas. Et par ailleurs, je pourrais pas ne rien faire non plus. Donc, c'est comme une sorte de compromis entre écrire puis pas écrire, je dirais. Tu sais, c'est une écriture qui est pas douloureuse, la traduction, parce que l'auteur, évidemment, qu'on traduit, a déjà résolu tous les problèmes épineux. Là. Est-ce qu'il se passe la bonne chose? Est-ce que mon personnage est au bon endroit? Est-ce qu'il dit la bonne affaire? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est la bonne histoire? Est-ce que tout ça, c'est réglé. Et il nous reste juste à chercher le mot, l'expression, la phrase parfaite. Donc, c'est uniquement un travail sur la langue, en fait. Et c'est un grand, grand bonheur. J'aime beaucoup ça. C'est comme un privilège. À chaque fois qu'on me donne une traduction à faire, moi, je le reçois comme un cadeau. Là. Mais oui, c'est drôle parce que ça rejoint un peu ta passion pour l'étymologie aussi. Jusqu'à un certain point, j'imagine, tu dois faire un peu des découvertes, trouver des pépites. C'est aussi... oui, c'est vrai, parce que traduire de l'anglais, c'est des langues qui sont quand même proches, mais qui ne sont pas voisines, qui ne sont pas parentes, le français et l'anglais. Donc, on a des solutions différentes pour dire des choses semblables.
Mais ça se rapproche aussi de l'interprétation. Tu sais, c'est pas un hasard si en français le mot interprète, ça désigne à la fois un comédien et un traducteur. Il y a de ça dans le fait de traduire. Il faut trouver la voix de cet auteur-là, puis peut-être même trouver sa langue. Tu sais, moi j'ai l'impression que chaque livre est un peu écrit, ou chaque auteur a sa langue qui est propre, puis quand on commence à le lire, c'est une langue étrangère, puis au fur et à mesure, il nous apprend à le lire. Donc, quand on commence à traduire, mettons, Heather O'Neill, dans mon cas, c'est une langue qu'on parle pas, là. Il faut l'apprendre, tu sais, apprendre ses codes, ses règles, comment elle utilise certains mots, comment ça fonctionne. Puis, c'est fascinant, ce travail-là est vraiment fascinant. Dernière question, en lien avec ta réponse, comment tu la décrirais, toi, ta langue, celle de Dominique Fortier? Je peux pas faire. Non, je peux c'est pas. C'est dur, faire hein, ça. comme question, je m'excuse. Mais c'est ça, c'est pas ma place, on dirait. Non, je le sais pas. Je sais saurais pas répondre. De l'intérieur. Ouais. Je ne sais pas comment il est reçu. Je ne sais pas comment on... Tu sais, de la même façon que quand on parle, on s'entend dans notre tête, puis on n'a jamais une idée de ce qu'est notre voix quand les gens nous entendent. C'est la même chose quand on écrit. Je suis la personne la moins qualifiée dans la salle pour répondre à cette question-là, en fait. Avez-vous entendu? Vous êtes tous plus qualifiés. Tous. Oui. Tous et toutes. Oui. Donc voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Merci.